cette merveilleuse journée internationale de la francophonie. Chaque année, à la date du 20 mars, la journée est dédiée à la langue française qui unit 300 millions de locuteurs dans le monde. Aujourd'hui, nous nous donnons l'occasion de réfléchir à la place de la langue française au Canada et de son influence dans le monde entier. Je m'appelle Raymonde Gagné, sénatrice du Manitoba. Il me fait plaisir de vous présenter mon collègue, le sénateur René Cormier du Nouveau-Brunswick, qui se joint à moi pour la coprésidence de l'activité de ce matin. The Open Caucus is a forum for... Le caucus ouvert est un forum pour discussion de questions d'importance nationale. Notre réunion est coparrainée par le groupe des sénateurs indépendants, les sénateurs libéraux au Sénat et le bureau du Sénat. Cette discussion non partisane est ouverte à tous les parlementaires, le personnel, les membres d'immédiat, ainsi que du public, et coprésidée par la sénatrice Jane Cordy de la Nouvelle-Écosse et la sénatrice Diane Bellemare. Et, la sénatrice Bellemare est avec nous ce matin. D'être ici. Vous m'excuserez à l'avance parce que je devrais quitter un peu plus tôt pour d'autres réunions, mais je suis très contente d'être ici ce matin. Merci. Just wanted to let you know if... Oui, je voulais vous signaler que si vous ne l'avez pas remarqué, il y a du café sur la table, juste à l'extérieur de la salle de réunion. Et pour ceux qui en auront besoin, les services d'interprétation sont offerts. Le canal 1 pour l'anglais et le canal 2 pour le français. Nous encourageons la participation du public. Si vous voulez faire des observations, poser une question, faites-moi signe et vous serez sur la liste d'intervenants. Sénateur Cormier, prendre la parole. Merci, Madame la sénatrice. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue de si bonne heure pour fêter la francophonie. Je pense qu'on a dans nos communautés des gens dédiés et engagés dans la francophonie. Alors, bienvenue. Le Canada célèbre évidemment cette année le 50e anniversaire de l'adoption de la première loi sur les langues officielles qui a reconnu le français comme langue officielle, au même titre que l'anglais, dans le développement et l'épanouissement de la société canadienne. Cette reconnaissance fut renforcée par l'adoption en 1982 de la Charte canadienne des droits et libertés qui a permis de mieux protéger les droits linguistiques des communautés francophones et anglophones au pays. Au niveau international, le Canada assume un rôle important au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. Fondée en 1970, l'OIF, qui regroupe 88 États et gouvernements ayant le français en partage, a entre autres le mandat de promouvoir la langue française et la diversité culturelle dans un contexte bien particulier. En effet, bien que la langue française soit la 5e langue la plus parlée dans le monde et qu'elle pourrait être pratiquée par quelques 700 millions de personnes en 2050, elle a souvent le statut de langue minoritaire dans les pays où elle est parlée. Tant au Canada que sur la scène internationale, ce statut pose des défis importants quant à son utilisation et à sa reconnaissance comme langue moderne et inclusive, aussi essentielle au développement économique, social et culturel des pays que le sont les langues majoritaires. Au Canada, on assiste depuis quelque temps à une remise en question de certains des acquis des communautés de la langue française. Aussi, en prenant en compte le contexte multiculturel du Canada, l'engagement du gouvernement à vouloir protéger et revitaliser les langues autochtones, et les rapports de force qui existent entre les majorités et les minorités, en reconnaissant la coexistence des droits individuels et des enjeux linguistiques collectifs, comment assurer le développement et l'épanouissement continu de la langue française et des communautés et LCPOI au Canada? Voilà la question principale qui est posée. The International Day of la Francophonie, the 50th anniversary. Le 50e anniversaire de la loi sur les langues officielles et les défis récents auxquels font face les communautés linguistiques en situation minoritaire nous donne l'occasion de réfléchir, de prendre une pause pour considérer le rôle du français au Canada en 2019. Avec mes collègues autour de cette table, je suis très heureuse de pouvoir participer à cette discussion. Ce matin est la professeure Stéphanie Chouinard. Dr. Stéphanie Chouinard est spécialiste des droits des minorités linguistiques au pays.
Elle est professeure adjointe de sciences politiques au Collège militaire royal Kingston depuis 2017. Ses recherches portent sur les régimes linguistiques, les droits des minorités et des Autochtones et le rapport entre droit et politique. Elle enseigne, Elle enseigne dans les domaines de la politique canadienne, de la politique comparée et de la géographie politique. Alors, professeur Chouinard, à vous de lancer cette belle discussion. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonne journée internationale de la francophonie. Ça me fait vraiment très plaisir d'avoir été invité au caucus ouvert où on aura l'occasion de réfléchir ensemble à la place et à l'avenir du français au Canada. C'est une question qui me semble particulièrement dans l'air du temps dans les dernières semaines, les derniers mois. D'une part, bon, comme on le sait, certaines de nos communautés ont été ébranlées l'automne dernier avec des décisions qui ont remis en question certains acquis importants. D'autre part, nous sommes à l'orée du 50e anniversaire de la loi de la première version de la loi sur les langues officielles et les demandes qui visent une modernisation de la loi fusent de toutes parts, tant évidemment du Sénat avec les travaux du comité permanent aux langues officielles que du commissariat aux langues officielles, évidemment la Fédération des communautés francophones et acadiennes ainsi que le Québec Community Groups Network. Donc, j'aimerais ce matin prendre l'opportunité du caucus ouvert pour faire un état des lieux, prendre la mesure du chemin parcouru depuis 50 ans, mais aussi afin de nous projeter dans l'avenir. Et je vous propose aussi en conclusion de réfléchir au rôle que la francophonie devrait peut-être avoir au sein du Canada d'aujourd'hui et de demain, notamment dans la réconciliation avec les peuples autochtones. On peut se réjouir du fait que le français a certainement pris du galon au Canada, dans l'esprit des Canadiens et des Canadiennes depuis 1969. À l'époque, il est bon de se le rappeler, l'idée d'une loi sur les langues officielles était loin de faire l'unanimité parmi la population et plusieurs fausses idées circulaient quant au but de cette loi. Parmi ces mythes, on retrouvait l'idée que tous les Canadiens devraient devenir bilingues, que la fonction publique en entier serait désignée bilingue, et certains de ces mythes-là ont la vie dure. Mais il faut aussi se souvenir que la première version de la loi sur les langues officielles n'était pas justiciable et qu'il a fallu attendre en 1988 pour que certaines parties de la loi seulement ne le deviennent. En 2005, on a vu l'engagement du gouvernement fédéral envers l'épanouissement des communautés de langue officielle et la promotion des deux langues officielles renforcée du point de vue légal, ou du moins, c'est ce qu'on croyait jusqu'en 2018 avec le jugement Gascon. L'année 2018, en règle générale, n'a pas été une année facile pour la francophonie canadienne, mais ce fut aussi une année de solidarité renouvelée entre ces différentes communautés qui en font partie. La vague de soutien d'est en ouest au nord du pays envers notamment les Franco-ontariens et la dénonciation des propos antibilinguisme d'une certaine partie de la classe politique au Nouveau-Brunswick, par exemple, a été remarquée, la communauté majoritaire y mettant parfois même du sien. Que le Canada anglophone et francophone dénonce d'une même voix ces décisions ayant des impacts réels sur les communautés francophones en situation minoritaire, cela indique qu'un changement de perception important s'est opéré depuis 50 ans. Que le français, surtout à l'extérieur du Québec, n'est pas seulement une langue du domaine privé, mais aussi une langue qui a sa légitimité dans l'espace public. On constate une progression vers l'égalité, bien qu'il reste évidemment beaucoup de chemin à faire afin que cette égalité soit bel et bien réelle. On peut aussi se réjouir du fait que cette progression fait maintenant largement consensus parmi les Canadiens de toute origine. Un fait notoire est que l'appui des langues officielles est même un peu plus fort chez les nouveaux arrivants que chez les Canadiens établis depuis plusieurs générations, qui voient largement en la politique officielle du multiculturalisme dans un cadre bilingue l'une des richesses de notre pays, et que chez cette population canadienne installée depuis peu, c'est une reconnaissance qu'on voit en plus grande partie que chez la population canadienne installée ici depuis plusieurs générations. Alors que notre pays devient de plus en plus diversifié, la langue française ne perd pas de sa pertinence. Au contraire, les nouveaux arrivants déplorent souvent les difficultés d'accès à l'apprentissage de leur seconde langue officielle, ce qui démontre bien leur intérêt. Néanmoins, force est de constater que la francophonie canadienne fait face à de gros défis.
Le dialogue ne fonctionne pas lorsque les acquis des communautés minoritaires sont remis en question, avec le résultat que ces dernières doivent encore et encore prendre le chemin des tribunaux. Nos communautés francophones ne grandissent pas à la même vitesse que la population du reste du pays, perdant son poids démographique en proportion avec la majorité. Nos régions traditionnellement francophones, qui sont des régions souvent rurales, se vident au profit des grands centres où les francophones sont souvent amalgamés dans la diversité multiculturelle, devenant une minorité parmi tant d'autres. Les transferts linguistiques, aussi connus sous le nom d'assimilation, font encore des ravages dans certaines provinces, contrecarrant la croissance des communautés minoritaires. Et la cible de 5 % de nouveaux arrivants francophones sur laquelle se sont entendus les provinces et le gouvernement fédéral, même si elle était atteinte, ce qu'elle n'est pas, ne sera pas notre planche de salut. La modernisation de la loi sur les langues officielles ne sera pas non plus une panacée. Et ça, c'est un élément qui m'inquiète un peu des discussions qui ont lieu en ce moment. L'engouement pour la modernisation de la loi sur les langues officielles nous fait oublier qu'un nouveau cadre législatif ne sera pas le remède à tous nos maux. On peut certes revoir le texte de loi, c'est important de le faire, de revoir, par exemple, les pouvoirs du commissaire aux langues officielles, de renforcer les obligations des ministères et des agences. Mais s'il n'y a pas de volonté politique réelle de mettre en œuvre de façon sérieuse cette loi par le législateur, le travail et l'impact de la modernisation sera mitigé. Déjà, en date actuelle, si le législateur souhaitait réellement mettre en œuvre certaines parties de la loi avec le texte qu'on a actuellement, je pense évidemment notamment à la partie 7 de la loi, par l'entremise d'un règlement, par exemple, comme l'avait proposé le jugement Gascon, la loi actuelle aurait un impact décuplé par rapport à celle qu'elle a en ce moment. Et ça me semble un angle mort du discours actuel sur la modernisation de la loi, le fait qu'au-delà du texte de loi, nous aurons besoin que le législateur démontre une volonté d'agir. Heureusement, et c'est ce que la Journée internationale de la francophonie nous rappelle, la francophonie canadienne a la chance d'avoir avec elle la force de 300 millions de locuteurs de par le monde, l'une des seules langues réellement internationales parlées sur tous les continents. Le fait français au Canada bénéficie de cet appui de taille qui permet aux francophones d'avoir une visibilité que peu d'autres communautés linguistiques au monde peuvent se targuer d'avoir. La francophonie internationale est l'exemple le plus frappant que de maîtriser le français, c'est de s'ouvrir à une richesse culturelle incroyable qui ne s'arrête pas aux frontières seules du Canada. C'est une richesse dont nous pourrions peut-être mieux profiter, que nous pourrions mieux célébrer, d'avoir cette communauté mondiale avec qui nous avons une langue en partage. Mais alors que la langue française a cette communauté qui est la francophonie internationale et que l'autre langue officielle, la langue anglaise, a le Commonwealth, et que ces deux langues jouissent d'un statut égal dans la Constitution canadienne, en 2019, je trouverais difficile de manquer de souligner l'absence d'un statut quelconque en ce moment pour les langues de l'autre peuple fondateur du pays. Pour les 95 575 locuteurs de la langue cri, les 28 000 locuteurs d'Ojibwe, les 13 000 locuteurs de Déné, et pour tous les autres Canadiens ayant encore la maîtrise d'une langue autochtone, en date de 2016, ils étaient un peu plus de 260 000. Il n'existe pas de communauté linguistique internationale. Le Canada est le seul endroit au monde où ces langues sont parlées, mis à part l'Inuktitut, dont certains des dialectes sont présents dans des endroits comme l'Alaska et le Groenland. Et on commence enfin à peine à se rendre compte qu'il est plus que temps d'agir afin de protéger, préserver et promouvoir ces langues, avant qu'elles ne disparaissent. Durant la commission Laurando-Dunton, durant les années 60, les communautés autochtones avaient demandé à ce qu'on leur fasse une place à table. En vain. En 1982, les communautés autochtones ont protesté contre leur absence à la table des négociations menant au rapatriement de la Constitution. Elles ont fait de même en 1987, durant les négociations du lac Meech. Autant de rendez-vous manqués, il me semble, dans l'histoire de l'évolution du régime linguistique canadien. Si la richesse culturelle que portent ces langues n'est pas sauvegardée ici, au Canada, elle sera perdue à jamais. Plusieurs personnes parmi nos communautés francophones se demandent aujourd'hui ce que ça signifie de faire une plus grande place, notamment au sein de nos institutions politiques pour les langues autochtones, du rôle que la francophonie canadienne devrait jouer dans ce processus. Il y a une certaine crainte, je crois, de voir certains acquis du français remis en question par la reconnaissance des langues autochtones. Pourtant, à mon sens, il est tout à fait possible de faire une place pour les langues autochtones sans remettre en question la place du français. Et je crois même
que les communautés linguistiques francophones devraient être des alliés et des partenaires dans ce projet, ne serait-ce que parce que les francophones participent, comme les Autochtones, à la résistance contre l'unilinguisme et l'anglo-conformité au Canada. Nous partageons donc au moins cet objectif d'une reconnaissance de la diversité linguistique au pays, autre que celle de la majorité. Je salue à cet effet les efforts du gouvernement actuel qui me semblent être un pas dans la bonne direction. Mais ces efforts devraient être la responsabilité de tous les gouvernements et pas seulement du palier fédéral. Et permettez-moi de rêver un peu. Si la Suisse reconnaît le romanche, langue parlée par 0,5 % de la population, comme langue nationale, pourquoi le Nouveau-Brunswick ne pourrait pas reconnaître les 2 langues autochtones sur son territoire, soit le Wolastoqiyik, la langue du peuple malécite, ainsi que le Mi'kmaq? La situation n'est pas si simple pour toutes les provinces, j'en suis bien consciente, mais reste que la préservation de ces langues devrait nous concerner en tant que Canadiens et en tant que francophones. Le fruit est mûr, voire même plus que mûr pour cette discussion en 2019, année proclamée par l'Organisation des Nations Unies, année internationale des langues autochtones. Je voulais prendre l'opportunité de la Journée internationale de la francophonie pour souligner que les francophones et les autochtones sont, à mon sens, des alliés naturels dans la résistance contre l'uniformisation linguistique au Canada. Nous avons énormément à apprendre les uns des autres et je crois que pareille collaboration serait un élément fondamental de réconciliation entre les peuples fondateurs au pays. Donc, je vous remercie encore une fois. Bonne journée internationale de la francophonie. Thank you very much for your presentation, Dr. Shuna. So, our second... Merci beaucoup pour votre exposé. Nous recevons aussi le Dr. Macmillan de l'Université de la Nouvelle-Écosse. Son domaine de recherche comprend la politique canadienne, la théorie politique. 2 de ses principaux domaines de recherche sont les droits de la personne et la théorie démocratique. Il a publié un certain nombre d'articles sur des enjeux portant sur les droits linguistiques, la politique linguistique et les conflits linguistiques, le tout culminant dans son livre The Practice of Language Rights in Canada, publié en 1998 par l'Université Toronto Press. Son livre faisait partie de la courte liste du prestigieux Donner Prize pour le meilleur livre de politique publique publié cette année-là. Je vous souhaite la bienvenue, M. Macmillan. Oui, les gens vont allumer à éteindre vos micros. Bonjour à tous et à toutes. J'aimerais commencer par remercier les organisateurs de cet événement de me permettre à participer à cette discussion qui tombe à point. J'aimerais parler plus particulièrement du fait que voir si la loi sur les langues officielles a atteint ses objectifs. Et par la suite, soulever des préoccupations un peu plus larges et peut-être soulever les observations de Stéphanie également. D'une certaine façon, je vais vous parler de choses que vous connaissez peut-être déjà, mais je pense qu'il est important de se rappeler ce que la loi sur les langues officielles a pu nous permettre d'accomplir, où nous étions à l'époque et où nous en sommes aujourd'hui. Je pense que c'est un succès incontesté pour ce qui est de l'atteinte des objectifs de base dans le champ de compétences fédérales. Donc, je pèse mes mots pour ce qui est de la réussite liée à cette loi. Comme vous le savez tous, le rapport de la commission B&B avait souligné des problèmes pour ce qui est du fait français au gouvernement du Canada. Le gouvernement fédéral fonctionnait en anglais, de sorte que les francophones ne pouvaient pas obtenir de services en français dans de nombreux endroits du pays. Et au sein de l'administration publique, les francophones étaient systématiquement sous-représentés pour ce qui est de leur présence et de leur distribution dans la hiérarchie de l'administration publique. Et il y avait aussi une corrélation entre leur rang hiérarchique et le nombre de francophones qui occupaient ces rangs. Et si vous étiez assez chanceux d'occuper un poste à la fonction publique, vous ne pouviez très certainement pas travailler dans la langue de votre choix. Ce sont 3 éléments qui ont été signalés dans ce rapport, parmi tant d'autres.
et on recommandait que le gouvernement du Canada agisse afin de corriger ce déséquilibre. Par conséquent, le gouvernement a mis sur pied sa loi sur les langues officielles parmi d'autres initiatives pour promouvoir la langue française. Ce qui est découlé de cette initiative législative dans les années 60 a amené des changements draconiens. Les services du gouvernement, surtout en français, ont connu une augmentation importante, là où les chiffres le justifiaient partout au Canada. C'est ce que présente le rapport du commissaire aux langues officielles. Le commissaire documente les divers ratés du gouvernement en matière de langues officielles. Et l'une des choses que j'ai signalées dans le rapport le plus récent, c'est qu'il y avait moins de 1000 plaintes admissibles l'an dernier concernant les manquements en matière de prestation de services dans la langue de choix du client. Je ne sais pas combien de millions d'événements de services ont lieu au cours d'une année à la fonction publique, mais je devinerais qu'il y a au moins 5 millions de prestations de services. Donc, le chiffre des manquements est donc très petit et le tout semble très bien fonctionner et cela présente un changement très différent de ce qui existait il y a 50 ans. Pour ce qui est de la présence des francophones à la fonction publique, et surtout pour ce qui est de la participation équitable des francophones à la fonction publique, les cibles ont été atteintes ou dépassées, c'est-à-dire que la présence s'élève à 26,3 et elle est de 31 au cœur de l'administration publique. Dans des domaines plutôt secondaires, il y a eu des changements draconiens comparativement à l'époque où il n'y avait pas de loi sur les langues officielles. Pour ce qui est de faire en sorte que les deux langues officielles puissent être des langues de travail, la fonction publique, c'est toujours problématique et c'est un travail en évolution. Mais à tout le moins, il y a eu des changements, des améliorations considérables depuis les années 60 où on a commencé à travailler sur ce problème. Mais on n'a pas fait autant de progrès que pour ce qui est des deux premiers éléments mentionnés. Maintenant, pour ce qui est d'aller au-delà de la loi sur les langues officielles, LLO, il existe des politiques importantes qui se retrouvent dans la Constitution qui vise toutes les provinces, c'est-à-dire l'article 23, le droit à l'éducation dans la langue minoritaire de son choix. Le gouvernement a mis sur pied une politique nationale qui a permis de maintenir la vitalité des communautés linguistiques en situation minoritaire au Canada. Je pense qu'il est important de s'en rappeler, à savoir qu'il y a eu des changements considérables par rapport à ce qui existait à l'époque. Il est remarquable de savoir que les taux les plus élevés d'inscription dans les programmes de langue seconde se situent en Alberta. Cela illustre qu'on a fait beaucoup de progrès pour ce qui est de la promotion du français au Canada. En général, un autre élément porteur d'espoir, comme l'a mentionné Stéphanie, à certains égards, c'est d'encourager l'appui du public pour l'établissement du bilinguisme officiel au Canada, pour l'élaboration d'un pays bilingue, grâce à des politiques qui ont influencé l'opinion publique à cet égard. Donc, il faudrait savoir où nous en sommes pour ce qui est du consensus public quant aux deux langues officielles au Canada. En dépit de certains incidents, ce qui est très clair, c'est que le public
est d'accord en général pour les principes de base du fait français au Canada. Tous les Canadiens estiment que l'ensemble de la population devrait avoir accès aux services gouvernementaux du gouvernement fédéral dans les deux langues. Mais l'adhésion à ce principe augmente depuis toujours, et ça, c'est une bonne nouvelle. Depuis 1988, il y a eu une série de modifications à la loi sur les langues officielles en vue d'améliorer la vitalité des communautés de langue officielle minoritaire au Canada. Et comment cela s'inscrit-il dans le cadre du consensus public? Un sondage fait par Patrimoine Canada en 2016 présente des informations intéressantes. Vous en avez peut-être déjà pris connaissance. Il y avait dans ce sondage deux secteurs d'appui, tant de la part des anglophones que des francophones. Et on a pu aussi voir ce que les deux communautés voulaient voir, c'est-à-dire un accès élargi aux services offerts par le gouvernement fédéral dans leur langue de leur choix. Et deuxièmement, on voulait améliorer l'accès à l'éducation en qualité pour les minorités de langue officielles. Pour ce qui est de mesures élargies pour appuyer la vitalité de ces communautés, une majorité de francophones, c'est-à-dire 59%, et un grand nombre d'anglophones, c'est-à-dire 47%, appuient des mesures élargies et l'adoption d'initiatives supplémentaires. Voilà ce que révélait ce sondage. Donc, une majorité de la population semble être d'accord et en faveur de la promotion des deux langues officielles. Les deux langues officielles sont une caractéristique de la vie canadienne. De nombreux progrès ont été réalisés, mais cela étant dit, il faut reconnaître qu'il y a certains éléments, disons, ambigus dans l'opinion publique quant au bilinguisme officiel et ses diverses facettes, et il faut en tenir compte. La loi sur les langues officielles n'est pas un symbole qui tient à cœur aux Canadiens comme les soins de santé ou la charte, mais les gens appuient quand même cette loi et estiment que cela contribue substantiellement à l'image du Canada. Donc, la loi sur les langues officielles continue de nous aider à nous démarquer en tant que pays, à atteindre les objectifs ici visés. Merci beaucoup, M. Macmillan, pour cet exposé réfléchi. Suite à quand on sera rendu à la période de questions. And our closing presentation will be given. Et en terminant, le professeur Benoît Pelletier fera le dernier exposé. De droit constitutionnel à la section de droit civil de l'Université d'Ottawa. Il a été député de la circonscription de Chapleau en Outaouais de 1998 à 2008, puis ministre du gouvernement du Québec de 2003 à 2008, responsable notamment des affaires intergouvernementales canadiennes, de la francophonie canadienne, des affaires autochtones et de la réforme des institutions démocratiques. Il est l'auteur de nombreuses publications à caractère scientifique. Il a aussi prononcé de nombreuses conférences au Canada et à l'étranger. Alors, je vous cède la parole, professeur Benoît. Merci. Benoît, professeur Pelletier, pardon. Merci beaucoup de m'avoir invité à prendre la parole aujourd'hui en cette journée qui est une journée symbolique, n'est-ce pas, et qui est une journée importante pour les francophones du Canada, les francophiles et pourquoi pas, tiens, pour l'ensemble des Canadiens. La langue française, vous savez, m'habite littéralement, comme elle habite un certain nombre d'entre vous probablement. Elle me définit en bonne partie. Elle me donne accès à tout un monde. J'oserais dire, étant donné la vocation internationale du français, que cette langue me donne accès au monde.
C'est précisément parce que j'aime la langue française que je n'ai jamais voulu que celle-ci se limite à un seul territoire, celui du Québec en l'occurrence. Je veux au contraire que la langue française rayonne. En ce sens, je me réjouis que le français soit parlé dans tout le Canada et même au-delà du Canada, comme on le sait. Bien, ça résume en fait la philosophie dont j'étais porteur pendant ma carrière politique en matière de francophonie canadienne. C'est que je n'ai jamais voulu que la langue française soit vue comme étant un strict phénomène territorial. J'ai voulu qu'on regarde au-delà des frontières du Québec, bien que j'étais en politique provinciale, en politique québécoise. J'ai voulu qu'on regarde au-delà des frontières du Québec et qu'on prenne pleinement conscience de cette réalité pan-canadienne qui est celle de l'existence, du développement, de l'épanouissement et de la vitalité des communautés francophones et acadiennes du Canada, qui est celle finalement de l'existence de la francophonie canadienne, dont fait partie le Québec à part entière. Je n'ai jamais été favorable à une définition de la francophonie canadienne voulant qu'il y ait le Québec d'un côté et les autres francophones du Canada de l'autre. J'ai toujours cru, au contraire, qu'il devait y avoir une unité entre les francophones de tout le Canada, avec, bien entendu, le soutien des francophiles. La langue française, ai-je dit d'entrée de jeu, fait partie de mon identité. Et celui ou celle qui ne se porte pas à la défense de sa langue ne se porte tout simplement pas à la défense de lui-même ou d'elle-même. C'est ça la réalité. Nous avons donc le devoir, et j'oserais dire le devoir moral, de nous porter à la défense de notre langue, dans le cas qui m'occupe, celle à laquelle je m'identifie le plus, étant évidemment la langue française. Inutile de dire que la langue française n'est pas une langue comme les autres et ne doit pas être traitée comme une langue comme les autres dans l'ensemble canadien. Et inutile de dire également qu'il est important que l'on donne tout son sens au Canada au bilinguisme et à la dualité linguistique. Deux expressions sur lesquelles je vais revenir au cours de ma courte présentation. Mais d'abord, le bilinguisme. Comme vous le savez, le bilinguisme repose sur la présence au Canada de deux langues officielles, jouissant d'une égalité théorique, d'une égalité juridique et constitutionnelle, en termes d'usage et en termes de statut. Ce bilinguisme constitutionnel ne pourrait être abrogé, ne pourrait être aboli qu'en conformité avec la règle de l'unanimité. C'est-à-dire que le bilinguisme au Canada est protégé constitutionnellement et est soumis à une modalité de modification constitutionnelle qui requiert le consentement de la Chambre des communes, du Sénat et de l'ensemble des provinces canadiennes. Il y a donc là une protection, si je puis dire, pour les décennies à venir, une protection qui est extrêmement efficace du principe même du bilinguisme dans l'ensemble canadien. Mais attention, parce que nous retrouvons néanmoins dans la Charte canadienne des droits et libertés des dispositions qui s'appliquent là où la demande est importante, ou là où le nombre d'enfants est suffisant, là où le nombre d'enfants le justifie. Et je renvoie, bien entendu, ici aux articles 20 et 23 de la Charte canadienne en ce qui concerne la langue des services gouvernementaux, d'une part, et d'autre part, le droit à l'instruction dans la langue officielle de la minorité. Ça veut donc dire que le poids démographique des communautés linguistiques, et en particulier le poids démographique des francophones dans l'ensemble canadien, sera au cours des prochaines années un facteur extrêmement important quant à l'application des garanties constitutionnelles en matière linguistique
elle-même. Il faut s'en rendre compte. Autant les droits linguistiques sont-ils garantis constitutionnellement, autant dans certains cas dépendent-ils du poids que représenteront les communautés francophones dans le Canada de demain. Bien entendu, à côté de cette Charte canadienne des droits et libertés, se trouve la loi sur les langues officielles. Je dis à côté de la Charte canadienne, bien que la loi sur les langues officielles ait précédé, comme on le sait, la Charte canadienne. La loi sur les langues officielles jouit en partie d'un statut quasi constitutionnel. Ben, en fait, on pourrait dire qu'elle jouit complètement d'un statut quasi constitutionnel, mais elle jouit en partie d'une primauté législative. Ce serait plus exact de dire cela. Je ne comprends d'ailleurs toujours pas pourquoi cette loi ne jouit d'une primauté législative que pour certaines de ses dispositions, soit dit en passant. Mais ici, il y a peut-être quelque chose qui m'échappe et donc, à tout événement, dans le contexte où on parle de moderniser la loi sur les langues officielles, je pense qu'on doit se pencher sur cette question de savoir si l'ensemble des dispositions de la loi sur les langues officielles ne devraient pas jouir d'une primauté législative. Là encore, cette loi, dans certains cas, s'applique là où la demande est importante. C'est le cas, entre autres, pour l'article 22, la langue des communications et des services. C'est aussi le cas pour l'article 23, en ce qui touche aux services aux voyageurs. Alors, on voit que là encore, pour l'application de la loi sur les langues officielles, le facteur démographique sera, au cours des prochaines années, un facteur qui jouera gros dans la balance, qui aura beaucoup de poids, et donc, je tiens à le souligner au passage. Cela dit, je souscris à l'idée de moderniser la loi sur les langues officielles et pendant la période d'échange que nous aurons dans quelques instants, je serai disposé à discuter plus amplement de ce sujet si vous le souhaitez. Bien entendu, ce sont les principales lois qui reconnaissent les droits linguistiques au niveau fédéral, mais également dans les provinces canadiennes. Ce ne sont pas les seuls. Je ne parle pas ici de l'article 133 de la loi constitutionnelle de 1867, ni de l'article 23 de la loi de 1870 sur le Manitoba, ni des différentes lois portant sur les droits linguistiques dans les provinces canadiennes. Mais, bien entendu, il faut aussi tenir compte de la jurisprudence. La jurisprudence, la Cour suprême du Canada en particulier, pose le principe voulant que les droits linguistiques doivent être interprétés largement, généreusement, libéralement, en tout état de cause, qu'ils se trouvent dans des textes constitutionnels ou dans de simples textes législatifs. Ça veut dire que la Cour suprême a posé le principe de l'interprétation large, en d'autres termes, des droits linguistiques. La Cour suprême a également ouvert la porte, dans certaines de ses décisions, à une prise en compte des contextes dans lesquels s'inscrivent les droits linguistiques. En d'autres mots, la Cour suprême a ouvert la porte à une prise en compte des droits linguistiques dans une perspective contextuelle, ce qui voudrait dire qu'il serait possible qu'éventuellement la Cour suprême en vienne à une application asymétrique des droits linguistiques. Je ne peux pas dire à la lumière de la jurisprudence, bien que la Cour suprême tienne compte des contextes des différentes provinces canadiennes, y compris du contexte particulier du Québec, je ne peux pas dire que la Cour suprême a, jusqu'à présent, établi une jurisprudence en matière de droit linguistique qu'on puisse qualifier d'asymétrique, mais elle a ouvert la porte à une application éventuellement asymétrique des droits linguistiques. Et lorsque je dis que la Cour suprême tient compte des différents contextes, y compris celui du Québec,
c'est parce que vous aurez compris qu'au Québec, la langue française, bien que majoritaire, est également une langue minoritaire dans l'ensemble canadien et donc évolue dans un contexte social, socio-démographique, enfin, tout à fait particulier. Nous devons tenir compte également, lorsqu'on examine les droits linguistiques, de notre réalité fédérative. Nous vivons dans une fédération et un bon nombre d'aspects des droits linguistiques relèvent de la compétence provinciale. C'est le cas, entre autres, pour l'instruction, c'est le cas pour l'éducation, qui relève de la compétence provinciale, avec tout ce que ça peut représenter d'hésitation de la part de certaines provinces pour employer un mot qui est qui est faible dans les circonstances, d'hésitation de la part de certaines provinces en matière d'éducation à reconnaître les droits linguistiques qui sont pourtant garantis constitutionnellement. Bien entendu, le gouvernement du Canada offre des sommes d'argent aux provinces pour les aider à assumer leurs responsabilités constitutionnelles, mais on se demande si les clauses linguistiques contenues dans les ententes fédérales provinciales sont suffisamment exigeantes, d'une part, et on se demande également s'il ne devrait pas y avoir un renforcement du processus de reddition de comptes de la part des provinces en ce qui concerne l'usage qu'elles font de l'argent provenant d'Ottawa. Voilà donc pour la réalité juridique propre au bilinguisme. Mais j'ai également parlé de dualité linguistique un peu plus tôt. Cette dualité linguistique peut être définie comme étant caractérisée par la présence de deux groupes linguistiques majoritaires qui coexistent dans un même pays, le Canada, où les communautés de langue minoritaires sont réparties sur tout le territoire. En d'autres mots, le concept de dualité linguistique renvoie à l'existence de deux grandes communautés linguistiques. Et bien entendu, une communauté anglophone et une communauté francophone, des communautés que jadis on appelait de grandes sociétés d'accueil. On utilise beaucoup moins cette expression-là aujourd'hui, mais on pourrait très bien y revenir. Deux grandes sociétés d'accueil, deux grandes collectivités linguistiques qui ont par ailleurs des droits historiques. Et je trouve que le concept de dualité linguistique a ceci d'intéressant que je suis absolument convaincu que de la coexistence des deux grandes communautés linguistiques découle une synergie, découle une dynamique, découle en quelque sorte, si je puis dire, une réalité, une fusion qui contribue à la richesse du Canada et qui est une valeur ajoutée pour l'ensemble du pays. En d'autres mots, lorsqu'on parle de bilinguisme, on parle beaucoup de choix personnels. J'ai le choix entre l'anglais ou le français. Lorsqu'on parle de dualité linguistique, là, on parle de cohabitation de deux groupes linguistiques, l'un ayant une influence sur l'autre, et ces deux groupes ensemble créant une synergie spéciale qui, dans le fond, est devenue, avec le temps, une caractéristique fondamentale du Canada. Cela étant dit, en terminant, je soulignerai que, à mon avis, il n'y a absolument rien d'incompatible entre le bilinguisme et le multiculturalisme. Chacun évolue dans sa zone. En fait, j'oserais même dire que la langue française est elle-même multiculturelle. La langue française est faite d'une foule d'accents, d'une foule de prononciations, d'une foule de
de mots qui varient d'un pays à l'autre, d'une foule de cultures, d'une foule de races. Alors, la langue française elle-même a un côté pluriculturel ou, si vous voulez, multiculturel. Quant aux langues autochtones, je vous dirais que je rappellerai l'article 22 de la Charte canadienne des droits et libertés qui dit que les articles 16 à 20 n'ont pas pour effet de porter atteinte aux droits et privilèges antérieurs ou postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente charte et découlant de la loi ou de la coutume des langues autres que le français ou l'anglais. Alors, donc, la charte ne doit pas être interprétée comme enlevant quoi que ce soit aux langues autochtones. Bien entendu, Stéphanie, cependant, a posé une question qui allait beaucoup plus loin que cela, qui était celle de la reconnaissance formelle des langues autochtones comme langue officielle dans ce pays. Évidemment, cette question-là est une question qu'il va falloir également, à laquelle il va falloir répondre au cours des prochaines années. Et j'ai assisté récemment à un colloque à l'Université d'Ottawa sur la francophonie canadienne et la plupart des conférenciers, à la lumière de la grande solidarité que les coupes de Doug Ford a provoqué dans tout le Canada, entre les francophones et les francophiles, plusieurs conférenciers ont parlé d'un retour du concept du Canada français. Alors, quant à moi, je ne suis pas allé aussi loin, mais je suis probablement, je suis d'avis, disons, que le concept de Canada français, chez les francophones, fait partie de l'inconscient collectif et peut expliquer donc les réveils, les coups de cœur, la solidarité que nous avons vu se déployer au cours des dernières semaines par rapport aux enjeux franco-ontariens. Merci. Merci beaucoup, professeur Pelletier, pour je pense, venir enrichir notre réflexion par rapport à la place du français au Canada et aussi de l'influence que nous avons ici sur le territoire canadien. Et ce que j'aimerais faire maintenant, c'est d'ouvrir la période de questions. Puis, pour les gens, s'il vous plaît, laissez-moi savoir si vous voulez poser une question. Je vais commencer avec le sénateur Mercer. Vous avez levé la main. Vous étiez un des premiers, alors je vous cède de la parole. Puis ensuite, je vais faire appel au sénateur Joyal. Merci beaucoup, Madame la Présidente. I want to congratulate everybody. Je voulais féliciter tout le monde des progrès qui ont été faits depuis l'adoption de la loi et signaler le fait que parce qu'on a fait des progrès, cela veut dire qu'il faut être diligent pour ce qui est d'assurer le maintien de ces progrès et de maintenir les traditions. J'ai soulevé cette question hier soir au Sénat et j'aimerais en parler encore une fois aujourd'hui. Je suis un sénateur de la Nouvelle-Écosse. Il y en a 10. Et de toute ma vie, c'est la première fois que le nombre complet de sénateurs néo-écossais ont été nommés, mais il n'y a pas un francophone parmi tous ces sénateurs. Donc, le premier ministre a mis sur pied une nouvelle méthode pour nommer des sénateurs, mais nous sommes tous les produits, certains sont les produits de ce système. Donc, c'est peut-être un bon système ou pas, mais il faut honorer les traditions et protéger les groupes minoritaires dans le processus de nomination, non seulement de sénateurs, mais d'autres dirigeants.
si il n'y avait aucun sénateur anglophone qui représenterait le Québec, imaginez le tollé que cela soulèverait. Donc, il n'y a aucun Canadien parmi les sénateurs néo-écossais. Je puis vous assurer que dans ma famille, il y a davantage de locataires francophones. Mon fils, ma belle-fille, mes 2 petits-enfants seront instruits dans leur langue seconde. Je dois malheureusement, moi aussi, partir, mais je ne voulais pas partir sans vous aviser de ce problème et d'attirer l'attention sur cette question. Ce sont des traditions importantes. Par exemple, au Manitoba, par tradition, il y a toujours un sénateur, la sénatrice Gagné, qui est francophone. Il ne faut pas perdre ce terrain. Donc, jusqu'à ce que moi je prenne ma retraite, je pense que je serai le prochain sénateur à prendre ma retraite dans quelques années, sénateur de la Nouvelle-Écosse. J'espère que ce problème sera réglé, qu'on nommera un francophone pour me remplacer. Mais vous allez devoir attirer l'attention sur cette question, soulever cette question auprès du gouvernement. Il ne faut pas oublier nos traditions et la protection des droits des minorités linguistiques. On a parlé des Mi'kmaq et d'autres peuples autochtones dans notre province. Il faut s'assurer donc que la représentativité francophone soit présente pour notre province. Merci beaucoup, sénateur. Je dois dire aussi qu'en Alberta, nous avions la sénatrice Claudette Tardif. And I think that is certainly another example. C'est un autre exemple de ce que vous venez de soulever. Est-ce que certains des membres des conférenciers voudraient se prononcer? Je pense que j'aurais pu dire exactement la même chose qui vient d'être soulevée. Et je pense que ma famille aussi a pu profiter largement de la loi sur les langues officielles. Mes 2 fils ont pu étudier en français et à Fall River, en Nouvelle-Écosse, même s'il n'y a pas de composante francophone en grand nombre, disons. Lorsque mon premier fils a commencé à aller à l'école, les parents ont dit, si vous voulez que votre enfant... faites en sorte que votre enfant puisse étudier en immersion française. And you're surrounded by the best students in the school because you have to work. Et faites en sorte aussi qu'ils apprennent la musique qui fasse partie de l'orchestre de l'école, de la symphonie de l'école. Et c'est assez prestigieux pour les anglophones chez nous d'envoyer leurs enfants en immersion. Donc, c'est un changement remarquable qui s'est produit. Et maintenant, les parents en sont conscients et font la promotion de cet apprentissage. Oui, ce que je pourrais dire, c'est que l'un des rôles du Sénat, c'est de protéger les minorités, justement, et donc de les représenter, et notamment les minorités linguistiques. Je suis donc heureux de voir que le Sénat joue ce rôle avec rigueur. Et cette réunion d'aujourd'hui montre l'intérêt du Sénat pour l'avancement des droits des minorités linguistiques. Cela étant dit, j'aimerais aussi signaler que tout ce qui a été dit sur les formations en immersion et le fait que les jeunes ont appris le français, cela démontre qu'on a pu, au fil des ans, faire en sorte que le bilinguisme
au Canada soit perçue comme source de fierté. Et je pense que c'était l'un des principaux objectifs de la loi sur les langues officielles au début et dès le début. Et je pense que essentiellement, on a atteint cet objectif. Je dirais que le bilinguisme n'est pas seulement bien accepté par la plupart des Canadiens, mais que c'est aussi une source de fierté pour la plupart d'entre eux. Et bien sûr, cela fait maintenant partie de l'identité canadienne. Quelquefois, les critiques sur la loi, sur les langues officielles, sont trop sévères. Je pense aussi qu'il faudrait reconnaître également les bénéfices qui découlent de cette loi depuis son adoption en 1969. Madame Chouinard. Oui, en tant qu'ancien membre de la symphonie de l'école, j'apprécie ce que vous venez de dire. Notamment sur les nominations au Sénat. C'est une des questions que bon, je ne crois pas qu'on peut légiférer dans ce domaine-là. Mais on a certainement tous et toutes non seulement un intérêt, mais un devoir, je crois, de rappeler les législateurs, qu'on les voit, on les regarde et qu'on s'attend à ce que nos communautés soient représentées dans nos institutions, tout particulièrement au Sénat, considérant le fait qu'on n'a pas... on n'a pas de quota aux communes et que, bon, exception faite de quelques circonscriptions qui sont considérées comme protégées comme Acadie Bathurst, par exemple, on n'a pas de siège désigné pour les communautés francophones aux communes. Les programmes d'immersion au Canada, c'est peut-être l'un des angles morts et je pense qu'on est en train de devenir de plus en plus au fait de la problématique de l'immersion. Bon, d'une part, le commissaire aux langues officielles a sorti un rapport important sur les pénuries d'enseignants qualifiés pour les programmes d'immersion. Et je me souviens, j'ai eu une discussion avec l'une de vos collègues, la sénatrice Jaffer, qui semblait inquiète du fait qu'il n'y avait pas un droit à l'apprentissage de la seconde langue officielle pour la majorité, comme pour la minorité, les francophones au Canada. Ça se passe parce que, bon, on nous apprend l'anglais sur nos bancs d'école, mais aussi à cause de la société ambiante pour la grande majorité de nos communautés. Mais il n'y a pas de droit à l'enseignement et à l'apprentissage de la seconde langue officielle pour notre majorité au Canada. Avec le résultat que, bon, il y a des parents qui souhaiteraient que leurs enfants aient accès à l'immersion. C'est pas disponible partout. Les programmes sont presque pleins partout où ils sont offerts. Et on sait très bien qu'il y a des ratés avec les programmes d'immersion. Il y a des programmes d'immersion qui ont des résultats phénoménaux. Les élèves sortent de l'école secondaire avec une capacité dans leur langue française qui est très bien, mais il y a des endroits où ce n'est pas le cas. Et c'est très frustrant, je pense, pour la communauté majoritaire. C'est peut-être quelque chose qu'on devrait considérer du point de vue de la majorité, puisque cet intérêt-là est très présent. Et pourquoi on ne devrait pas bâtir là-dessus. Et c'est quelque chose qui m'inquiète d'ailleurs de voir que dans une province comme le Nouveau-Brunswick, les programmes d'immersion sont en train de devenir un pion politique. On joue avec les programmes d'immersion, on remet en question le programme d'immersion vu justement ces ratés-là. Alors que s'il y a des ratés, à mon sens, ça devrait être le signal qu'on devrait réinvestir dans ces programmes-là et pas désinvestir dans les programmes. Donc, c'est une question qu'on devrait se poser plus sérieusement par rapport aux langues officielles. Merci beaucoup. Sénateur Joyal. Merci, Madame la Présidente. I would like certainly to thank Professor McMillan for... Je veux remercier le professeur McMillan pour ses observations. Madame du Collège militaire royal de Saint-Jean. I want to submit to you a certain number of comments or... J'ai un certain nombre d'observations. C'est politique. I don't know if you understand in English what I mean.
languages in Canada. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire, mais c'est politique, la langue au Canada. Ce n'est pas essentiellement culturel. Et c'est politique parce que, essentiellement, il y a deux groupes qui s'affrontent en quelque sorte. Il y a des dynamiques sociales, économiques et politiques. Et la dynamique politique, qui est en quelque sorte une lutte de pouvoir. Et moi, j'étais là lorsqu'on a voulu adopter la loi sur les langues officielles. Et ce n'était pas uniquement pour atteindre les trois objectifs que vous mentionnez, à savoir être servi en français ou en anglais, travailler dans la fonction publique et avoir des possibilités d'avancement. C'était beaucoup plus que cela. C'était pour permettre aux francophones d'exercer une partie du pouvoir fédéral, pouvoir qui pouvait être donné. Ces pouvoirs ne sont pas donnés, il faut les approprier, il faut lutter pour les obtenir. Et c'est l'élément essentiel de la dynamique qui, selon moi, est à la base de l'idéal d'égalité linguistique. Et c'est ce que j'ai vécu au cours des dernières 50 années. Moi, c'est Jean Marchand qui m'a initié à la politique, qui était ministre de l'Expansion régionale économique, après avoir été ministre des Transports. Il voulait que des Canadiens français soient en mesure d'avoir des responsabilités politiques au sein du gouvernement fédéral. Et qu'ils aient des diplômes universitaires afin qu'ils ne soient pas uniquement des ministres du revenu ou des ministres des postes et peut-être quelquefois ministres de la justice, comme l'avait été Ernest Lapointe par le passé. Donc, vous vous souviendrez que lorsque Jean Chrétien est devenu le premier ministre des Finances francophone, le premier ministre francophone des Affaires étrangères, jusque-là, les francophones étaient bannis des portefeuilles importants de l'administration fédérale. Donc, quand je vous dis que les droits linguistiques, c'est politique au Canada, eh bien, voilà la dynamique que nous rencontrons ici. And it is so much so that Et c'est ainsi à tel point que même aujourd'hui, en 2019, les 22 premiers textes constitutionnels du Canada sont toujours unilingues. La loi constitutionnelle de 1867 n'a pas été traduite légalement. Il n'y a que la version anglophone qui compte. Quand on va à la Cour suprême, et lorsque je présente un argument ou devant la Cour d'appel du Québec, je dois compter sur la version anglophone du texte d'origine. C'est la seule loi qui est toujours acceptée officiellement par les tribunaux. Donc, de penser ou de rêver de penser que l'on vit dans un monde de rêve. Et moi-même, si je suis maintenant, je mène une poursuite je mène le gouvernement fédéral devant les tribunaux pour qu'il respecte l'article 55 de la loi constitutionnelle de 1982. Donc, après 50 ans de langue officielle, les documents fondamentaux qui sont à la base de notre pays sont toujours uniquement en anglais. Donc, on peut se péter les bretelles et dire que on a fait énormément de progrès, mais il reste encore beaucoup de chemin à faire. Et ça ne évoluera pas uniquement du côté des politiciens, mais après un décret des tribunaux, même après 50 ans. Point-là, que les tribunaux ont un rôle essentiel à jouer pour nous protéger et faire valoir nos droits. Notre poids politique n'est pas suffisant pour obtenir ce que la loi constitutionnelle, théoriquement, nous permet d'avoir. Sans les tribunaux, nous serions
Je ne sais pas where we would be. I don't want even to try to imagine where we. Sans les tribunaux, je ne pourrais même pas m'imaginer où nous serions si la Cour suprême n'avait pas été là au cours des 20 dernières années depuis l'adoption de la Charte pour obliger les provinces à donner un droit d'accès à l'éducation dans les 2 langues officielles. Où serions-nous? Et je vous dis tout simplement parce que au Canada, les francophones ont vécu un type de colonialisme semblable aux Autochtones. 1888 a aboli l'accès à l'école française. L'Ontario, le règlement 17, le Manitoba en 90, les provinces de l'Ouest, les territoires du Nord-Ouest. Et regardez encore la Colombie-Britannique, la commission scolaire Rose des Vents, le gouvernement de Mme Christy Clark a dépensé, je ne sais pas, je pense 1 200 000 en frais judiciaires pour combattre l'existence d'une commission scolaire francophone au cœur de Vancouver. We're still fighting. And if the court would... La lutte se poursuit. Si les tribunaux n'avaient pas jugé en notre faveur, et c'est comme l'a mentionné M. Pelletier, La loi des langues officielles doit-elle être interprétée de façon large et généreuse, mais elle a un caractère remedial, réparateur pour les dommages qui ont été faits pendant 100 ans d'assimilation forcée des francophones. We've been submitted, not dans les pensionnats autochtones. on n'a pas subi ce que les Autochtones ont subi dans les caractéristiques culturelles des francophones dans ce pays-là pendant 100 ans. So when you go to court on the basis of the Official Languages Act, Donc, quand on se présente devant les tribunaux en vertu de la loi sur les langues officielles, il faut demander une indemnisation pour les dommages qui ont été infligés. parler français, je ne sais pas. Ah, vous avez 17 étudiants, c'est pas suffisant, ça en prendrait 26. Alors que fondamentalement, on est en petit nombre parce qu'on nous a obligés à nous assimiler. On ne nous permettait pas d'aller à l'école française. C'était défendu par les provinces. This is the reality. You know, c'est pas plaisant raconter ça aux anglophones au Canada. Ils n'aiment pas ça, se faire dire ça. Pas plus que moi, comme francophone, j'aime me faire dire que j'étais colonialiste au 17e puis au 18e siècle. C'est sûr qu'on les a colonisés, c'est sûr qu'on les a colonisés, les Autochtones. Quand je les vois, quand je vois les Montagnais qui parlent uniquement français, je me dis, ils devraient parler le montagnais. Et c'est pourquoi j'en ai déposé une loi au Canada, madame. En 2009, ça fait 3 fois que j'ai déposé un projet de loi pour reconnaître les langues autochtones. Finalement, le gouvernement a décidé de bouger. Mais moi, je suis d'opinion que les minorités qui se battent ensemble obtiennent des droits additionnels quand il y a un front commun des minorités. Les droits reconnus pour une minorité se répercutent sur les droits d'une autre minorité. Et c'est pourquoi la Charte est si importante dans ce pays-là. Parce que, comme le dit très bien M. Pelletier, elle a enclenché une dynamique. Et la dynamique, elle existe parce que les tribunaux sont là. Et nous pouvons aller devant les tribunaux parce que nous avons un programme de contestation judiciaire. N'oubliez pas, le programme de contestation judiciaire, il était aboli 2 fois. Il était aboli en 1992, puis il était aboli en 2007. Et quand les conservateurs l'ont rétabli, c'est parce qu'ils étaient menacés par le commissaire aux langues officielles, Graham Fraser, d'être poursuivis pour rétablir le programme. There is no generosity in governments. Ce n'est pas une question de générosité de la part des gouvernements. On le voit dans le gouvernement ontarien, le gouvernement Ford. Pensez-vous qu'il est généreux pour les francophones dans cette province? Voilà la réponse, c'est la réalité. C'est pourquoi ma première conclusion est la suivante. Les langues, c'est une question politique au Canada. Et si on laisse la place, il y a quelqu'un d'autre qui va remplir le vide et on sera mis de marginalisé. C'est celui relatif à l'unité des francophones au Canada. Moi, M. Pelletier, je m'excuse, je suis plus vieux que vous, mais j'étais présent dans la salle en 1967 aux États généraux du Canada français, quand le Québec s'est séparé des autres francophones au Canada. C'était votre collègue Jacques-Yvan Morin qui présidait l'Assemblée, c'était mon professeur de droit constitutionnel, et le Québec ne pouvait pas rester français si on restait unis comme francophones à travers le Canada. Moi, ma position est très claire. Je suis un Canadien français. Aujourd'hui, je vais me lever au Sénat. Vous savez pourquoi?
pour faire valoir la contribution de Joe Fafard de Saskatchewan comme sculpteur à l'art au Canada pendant le 20e siècle. Ben, Joe Fafard, c'est un parent de mon arrière-arrière-arrière-grand-mère, Marianne Fafard des Cantons de l'Est. Ben, est-ce que vous pensez que Joe Fafard, parce qu'il vit depuis 100 ans, sa famille vit depuis 100 ans en Saskatchewan, que j'ai plus de lien avec les Fafards de Saskatchewan? On aurait deux nationalités, je serais un national du Québec, mais je serais pas, lui, dans le même pays, n'aurait pas la même origine historique que moi, il ne parlerait pas la même langue que moi. Il y a quelque chose de faux là-dedans. Et vous avez raison de dire que dans notre subconscient, on sait très bien que une très grande partie des communautés francophones à l'extérieur du Québec, c'est des migrants. C'est comme les migrants qui arrivent au Canada. Ils ont migré du Québec parce qu'ils ne pouvaient plus rester sur les terres où les familles de 22 enfants n'arrivaient plus à se partager la terre pour faire vivre tout le monde. Ils prenaient leur sac puis allaient fonder des colonies, des développements ailleurs au Canada parce qu'ils croyaient que le Canada, c'était leur pays puis qu'ils pouvaient avoir une meilleure chance ailleurs. Comme on a fait, comme le million de Québécois qui sont allés en Nouvelle-Angleterre. Mais heureusement, on est encore un pays parce que le Parti québécois n'a pas réussi à nous séparer politiquement. Mais ils ont essayé de nous séparer idéologiquement. Et ça, moi, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter que tant que le Canada va vivre, je ne fais pas partie de la communauté des francophones au Canada, quand une partie de ma famille a immigré à Gravelbourg et puis à Sainte-Marthe de Roquefort en Saskatchewan. Alors, il faut quand même regarder la réalité. Et ça, les Québécois, heureusement, il y a eu Denise Bombardier qui a dit qu'on est en train de mourir, à tout le monde en parle. Et d'une certaine façon, Ford nous a dit, allez vous faire voir avec votre université. Heureusement que tout à coup, on s'est réveillé, on s'est dit, mais là, si le Canada est pour survivre, le Québec n'est pas pour se séparer, on peut-tu faire quelque chose en commun? Moi, j'ai aucun problème avec me dire Canadien-Français. Je publie des livres, Le mythe de Napoléon, Canada-Français. L'éditeur à qui j'ai proposé le livre m'a dit, bien, ça serait mieux de dire au Québec, c'est mieux, Napoléon, c'est le Québec. Ben, je dis non, c'est le Canada français, c'est aussi bon en Nouvelle-Écosse ou au Nouveau-Brunswick, mais dans les minorités. Eux autres aussi, ils chantaient Napoléon, etc. J'y ai montré dans le livre, etc. On fait partie de la même communauté, comme vous avez dit, la même grande communauté culturelle, linguistique au Canada. Et le Québec a essayé de nous séparer. Ils ont essayé de nous séparer idéologiquement. Heureusement, on ne s'est pas séparés. Bien, je crois que le moment est venu de retisser formellement les liens entre les communautés. C'est le temps de penser qu'en 2020, on aurait une grande assemblée où les représentants des différentes communautés se ressoudraient symboliquement, comme en 1967, Jacques-Yvan Morin essayait de nous séparer, que le Québec ne pouvait pas survivre en français parce que les autres minorités étaient en train de se faire assimiler dans le reste du Canada. C'était, vous vous souvenez, les corps encore chauds, l'expression de Parizeau, ou l'autre, là, les canards perdus. Là. Alors, non, mais il y a quelque chose d'insultant là-dedans pour les francophones. Moi, je me suis senti insulté quand on me dit, ben, mais les membres de ma famille qui vivent dans le reste du Canada, ben, ils vont mourir, puis adieu, je ne parle plus, ou je vais leur parler en anglais quand ils vont venir à Montréal ou quand je vais les voir en Saskatchewan ou ailleurs. Il y a quelque chose de fondamentalement faux là-dedans, et c'est la raison pour laquelle je crois que cette année, les éléments sont là pour ressouder la communauté ensemble. C'est sûr, on essaie de renverser 50 ans de lavage de cerveau autrement. Ça prend un certain temps, je suis d'accord avec vous, on ne peut pas brusquer ça, mais je vois les éléments présents là pour nous rapprocher comme communauté, pour être plus forts. Pourquoi? Pour exercer le pouvoir politique de la langue française au Canada. Et ça, à mon avis, c'est inscrit dans le DNA du Canada. C'est pour ça qu'on a une charte. On a une charte pour protéger toutes les minorités. Et on est une minorité, et nos rapports avec la majorité, c'est toujours des rapports d'affrontement. Il n'y a pas de générosité là-dedans. D'ailleurs, il y en a comme le sénateur Mercer, un unilingue anglais qui comprend ce que représente le français pour la dynamique du Canada. C'est ça mon idéal du Canada.
Et je crois que la langue française, c'est non seulement utile pour le Canada, c'est ce qui définit et c'est ce qui valorise le Canada. Alors, moi, je n'ai pas de problème d'aller devant les tribunaux, de poursuivre Trudeau. Je l'ai poursuivi sur la première loi des langues officielles. You know it, Mr. McMillan, with la sphère des gens de l'air. Et là, je poursuis Justin Trudeau sur l'article 55. J'ai aucun problème, je suis libéral en plus, j'ai été ministre, tout ce que vous voulez. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est que la langue, c'est politique. On est en politique pour faire de la politique. Le pouvoir, ça s'arrache. Le pouvoir, ça se prend. Le pouvoir, il faut aller le chercher. Personne ne nous le donne. Et comme francophones, on était affaiblis comme communauté quand le Québec a voulu se séparer sur la base qu'on ne pouvait pas être un vrai Québécois puis être un Canadien en même temps. On a réussi à démontrer à travers les années, en étant dans le maquis, comme on l'a été en politique fédérale et comme vous l'avez été dans le Parti libéral du Québec, à défendre la conception qu'on se fait de ce pays-là. Et la conception qu'on se fait de ce pays-là, vous avez raison, M. le professeur, on a besoin des anglophones pour l'absorber, pour se la faire leur et pour s'en glorifier à travers le monde. Et ça, à mon avis, c'est ce que les francophones apportent au Canada. Alors moi, je n'ai pas de complexe d'infériorité. Comprenez-vous? Je n'en ai pas devant aucun gouvernement, même devant mon parti ou devant les Autochtones. Au contraire, j'ai beaucoup de sympathie pour les Autochtones parce que je sais qu'on les a colonisés. Puis on a cette responsabilité, comme les autres Canadiens, les autres anglophones au Canada, et d'avoir à prendre des initiatives pour faire en sorte que quand ils parleront leur langue, quand ils se lèvent au Sénat pour parler leur langue, moi j'étais à l'origine des premiers essais de l'utilisation de l'Inuktitut au Sénat. Hein. On l'a fait il y a 10 ans. Sénateur. Personne a perdu sa langue. Je n'ai pas perdu ma langue parce que Charlie Watt, le sénateur, parlait Inuktitut, puis Willie Adams aussi. Pas plus que j'espère qu'un jour, le sénateur Malécite va se lever, il parlera sa langue, puis je tournerai le bouton à la 3e ou au 4e canal, puis j'entendrai la traduction. Puis quand on va aux Nations unies, il y a 5 langues, puis quand on va à l'Union européenne, bien, il y a 28 pays, je crois qu'il y a 16 langues. Sénateur Joyal. On ne perd pas sa langue parce qu'on switch le bouton. Là. Merci, alors, sénateur Joyal. Oui, je m'excuse, je termine là-dessus, mais vous savez, je vois que de m'emballer sur ça. Non, mais j'étais calme quand je suis arrivé. Là, je vois ça. Vous m'avez énervé. Mais j'avais peur, je commence à avoir peur. Attendez, pas moi. J'aurais pesé le bouton d'urgence. C'est moi, oui. Bouton panique. Mais je voulais... Appeler les gardiens. Alors, je constate que ça vient chercher chez nous, là, une certaine... ça nous interpelle. Et puis, je peux comprendre, on voit qu'au fur et à mesure qu'on discute des langues officielles au Canada, c'est que ça vient... le sang commence à bouillir. Et je vois que les propos de nos panélistes ont certainement suscité une réaction chez vous. Maintenant, les propos du sénateur Joyal ont peut-être suscité une réaction chez nos panélistes. Je me demandais s'il y avait quelqu'un qui serait en mesure de commenter. Je vais commencer avec la professeure Chouinard. Très rapidement sur l'importance des tribunaux. Vous avez absolument raison. Par contre, ce qu'on est en train de voir dans les dernières années, c'est que les tribunaux ne peuvent pas nous donner toutes les réponses. Et vous avez parlé de l'école Rose des Vents. Bon, la décision Rose des Vents est tombée en 2015. Ça a pris 2 ans avant que le gouvernement de la Colombie-Britannique réponde à la Cour suprême pour pallier les insuffisances notoires là, dans la région, dans le calcul de l'équivalence réelle entre Rose des Vents et les écoles du quartier. Ils ont répondu en donnant une annexe aux parents. Ils n'ont pas reconstruit une école, ils n'ont pas pallié le problème du transport. Ils ont donné une roulotte aux parents. Ça a été ça la réponse de la Colombie-Britannique. Et ça, c'est après que les parents se soient battus pendant des années pour se rendre en Cour suprême. Donc, il y a encore des limites à ce que la Cour suprême est capable de faire. Et quand on fait face à des droits positifs comme ceux de l'article 23, il semblerait là, qu'il y ait un sérieux problème de mise en œuvre des décisions de la Cour suprême. À moins qu'on fasse comme le juge Leblanc dans Doucette-Boudreau et qu'on décide de garder la cause ouverte et puis de faire des rencontres de suivi. Ce que je pense pas personnellement que les juges devraient commencer à tous faire ça parce que sinon, on verra jamais le bout des décisions de la Cour suprême.
il y a un manque à gagner, là. Et personnellement, je n'ai pas la réponse, mais c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup. Il y a toute la question d'aliénation des terrains aussi qui selon moi, il y a un manque à ce niveau-là. Il y a quand même au fédéral un outil pour être en mesure d'appuyer justement le développement des écoles. Sauf que au niveau de la consultation, ça se fait avec la province et non pas nécessairement avec les communautés. Alors, je voulais juste peut-être faire ce point-là. Professeur Pelletier? Oui, merci. Ben, moi, je dois dire que je suis parfaitement d'accord avec M. Joyal. J'ai trouvé que c'était un plaidoyer très convaincant. On n'était pas dur à convaincre. Et non, on n'était pas dur à convaincre. Néanmoins, c'était vraiment très convaincant. Par rapport aux tribunaux, je suis d'accord avec Stéphanie que les tribunaux ne font pas foi de tout. Et que, bon, il y a une limite à ce qu'on peut obtenir par la voie judiciaire. Mais il ne reste pas moins que votre affirmation, M. Joyal, est vraie. Quand vous dites « notre poids politique n'est pas suffisant », on a besoin des tribunaux. Ben, vous avez tout à fait raison. Je veux dire, c'est une constatation que beaucoup de progrès ont été réalisés grâce aux victoires judiciaires qui ont été remportées au cours des dernières années. Et sur la question de la bilinguisation des lois constitutionnelles, c'est certain que s'il n'y a pas un tribunal qui rend une ordonnance en la matière, il ne se passera rien. Parce que cette bilinguisation-là doit passer par une modification constitutionnelle formelle, comme vous le savez. Figurez-vous qu'il y a déjà une traduction en français, qui existe, qui a été rédigé conformément aux obligations constitutionnelles qui incombaient au ministre de la Justice, mais on n'est jamais allé de l'avant avec ce projet-là. Vous avez parlé également des États généraux de 1967. Lors des États généraux de 1967, ces États généraux-là sont reconnus pour avoir marqué la fracture, la cassure entre le Québec d'une part et puis les francophones des autres provinces et territoires d'autre part. Figurez-vous qu'il y avait eu un vote. La cassure tient à un vote sur la question suivante. Le droit à l'autodétermination du Québec, désigné comme territoire national et milieu politique fondamental de la nation canadienne-française. Alors, sur une question comme celle-là, c'est évident que les francophones étaient divisés. Et ça a donné le résultat que l'on connaît. Le Québec et les représentants des Maritimes ont voté pour. Les autres représentants des francophones du Canada ont voté contre. Et puis, finalement, tout le monde a compris que le Québec venait de gifler, en fin de compte, le reste de la francophonie canadienne. Et c'est pour cela que pendant ma carrière politique, j'ai cherché, avec les moyens que j'avais, j'ai cherché à, comment dirais-je, réunifier les francophones du Canada. Et l'un des arguments était justement la dualité linguistique. Parce que pour avoir une dualité, ça vous prend deux ensembles. Un ensemble francophone et un ensemble anglophone. Or, vous n'avez pas deux ensembles si les francophones sont divisés. Vous avez plusieurs ensembles. Alors, pour donner à la dualité linguistique tout son sens, il faut absolument que la francophonie montre, finalement, une unité. Et cette unité-là n'est pas possible si le Québec n'adhère pas au concept, ne se reconnaît pas dans le concept et ne fait pas la promotion du concept. Time has arrived to do that now. Il est grand temps d'agir ainsi maintenant. Oui, merci. Je suis certain que le sénateur Joyal ne sera pas surpris si je lui dis qu'on n'a pas à convaincre
un spécialiste en politique que, bien sûr, l'exercice de la langue, c'est aussi un exercice du pouvoir. Ici, je reviens au discours de M. Trudeau, père, sur les politiques de langue et les arguments en faveur des droits linguistiques. Il avait insisté sur le fait de la présence du Québec dans la politique nationale et que c'était une raison puissante pour laquelle il faudrait adopter une loi sur les langues officielles et que ça faisait partie de la raison politique et que c'était tout à fait valable de poursuivre cet objectif. Les gens ont étudié l'évolution des minorités linguistiques ailleurs dans le monde et on s'est dit qu'il faut, pour respecter les minorités linguistiques, il faut que la population de cette minorité soit d'au moins 25% de la population. Bien sûr, il y a des exceptions qui prouvent la règle. Il y a les Suisses, bien sûr, mais parallèlement, lorsque les pourcentages sont très faibles dans certains endroits, on ne peut pas s'attendre à obtenir grand-chose. Donc, ultimement, oui, il s'agit de lutte de pouvoir et la position du gouvernement conservateur avant le gouvernement libéral actuel. On a constaté qu'il fallait préserver ce qui était en place, mais il faut aussi, bien sûr, insister pour maintenir le statu quo et le faire progresser si possible. Bien sûr, en allant devant les tribunaux et en faisant valoir les droits qui découlent de la charte. Oui, oui, je suis d'accord avec tout cela. J'aimerais faire une petite parenthèse par rapport à ce qu'a dit M. Pelletier. Quant à la possibilité de songer à une approche asymétrique quant au droit politique, droit linguistique plutôt. Et je pense qu'il faut être prudent à cet égard. Il y a eu un excellent ouvrage publié par Paul Snyderman et Peter Russell et autres, un certain groupe de professeurs. Ça a été publié dans les années 80, qui s'appelait Clash of Rights, la lutte des droits. C'était une étude vraiment exhaustive de la Charte des droits et libertés du Canada et ce qui a été fait, le chapitre 7 portant sur les langues. Et ce qui en ressort, c'est l'appui pour le régime de droit linguistique au Canada chez les francophones et les anglophones. Et les anglophones, on a parlé de réciprocité dans ce chapitre, c'est-à-dire que les droits qui sont accordés à un groupe linguistique doivent se retrouver dans l'autre. Cela signifie que si on veut commencer à agir de façon asymétrique, on risque de perdre l'appui public pour les politiques en place. Donc, il faut en tenir compte si on songe l'adoption de ce système asymétrique. Et si on veut se mettre à faire des différenciations. Oui, c'est un bon point. Intervenants, j'ai M. Légère et ensuite Mme Brouillette. M. Légère. Merci beaucoup de nous avoir invités ce matin. C'est très, très apprécié de participer à cet événement pour parler de langue française et de langues officielles au Canada. Je suis Jean Légère, je suis directeur général du réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada. Alors, j'aimerais remercier, entre autres, les discours passionnés de M. Joyal et M. Pelletier concernant l'ensemble de la francophonie canadienne, le Québec avec les communautés à l'extérieur du Québec, puisque le réseau des cégeps et des collèges francophones joue justement ce rôle-là de communication sur le plan collégial entre les Québécois et les communautés francophones et acadiennes. Un exemple, on a besoin d'un programme de formation postsecondaire collégiale dans une communauté francophone à l'extérieur du Québec. Nos membres du Québec, donc les cégeps, viennent appuyer et vice-versa, évidemment, puisqu'il y a aussi
des connaissances, il y a aussi des transferts d'expertise des communautés francophones vers le Québec. Alors, le Québec et les communautés sont vraiment des vases communicants bien plus que sur le plan postsecondaire, sur le plan culturel, sur le plan politique, etc., etc. Donc, je pense que c'est important de renforcer cet aspect-là et je crois qu'il faut aller vers les jeunes en particulier. Il faut essayer de sensibiliser surtout les jeunes du Québec. Je pense que les plus vieux qui ont connu 1968-69 sont déjà au fait de cela, mais je pense qu'il faut miser sur les jeunes. Et justement, au niveau postsecondaire, mobilité étudiante pourrait jouer des rôles à ce niveau-là. J'aimerais appuyer quand même la suggestion de la Fédération des communautés francophones et acadiennes d'organiser un sommet à Québec ou au Québec qui justement ferait un retour sur ces états généraux-là pour consolider encore une fois les francophones du Québec avec les francophones de l'extérieur du Québec. Alors, je pense que comme personne, on devrait appuyer cela. Les acquis sont vraiment fragiles. Je suis du Nouveau-Brunswick, mais j'ai vécu longtemps en Nouvelle-Écosse où on avait le grand bonheur d'avoir un sénateur francophone, sénateur acadien, Gérald Comeau. Et lorsque on a perdu Gérald Comeau, les Acadiens de la Nouvelle-Écosse se sont sentis vraiment délaissés. Et maintenant, c'est certain qu'ils peuvent aller voir sénateur Mercer, mais il y a cette affinité culturelle-là qui n'est peut-être pas aussi grande et qui a besoin d'être grandie. Donc, les acquis, je pense qu'il faut voir à des mécanismes. Je ne sais pas si la Cour suprême ou encore la Charte canadienne des droits et libertés, sans que je veuille qu'on ouvre la Charte canadienne des droits et libertés, parce que ça peut, évidemment, au niveau du Canada, créer certains soubresauts, mais peut-être qu'on ne devrait pas avoir peur des soubresauts et de rouvrir cela. Alors, les acquis sont fragiles, on a vu ça. Je me suis toujours posé la question, puis M. Pelletier, vous pourriez peut-être répondre. On parle de la loi sur les langues officielles comme d'une loi quasi constitutionnelle. Moi, quasi, c'est comme peut-être, c'est quasiment, comme on dirait en acadien, c'est quasiment. Mais pourquoi ce n'est pas une loi constitutionnelle et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'elle soit une loi constitutionnelle pour que justement qu'elle prenne en termes de gouvernance juridique sur l'ensemble de toutes les autres lois. On dirait que c'est juste pour certaines portions au niveau des lois canadiennes que la loi sur les langues officielles. Alors, le quasi, ça, moi, je ne comprends pas ça. Puis, on est dans une phase de modernisation. Je me dis qu'il faudrait peut-être voir à cela. Et le dernier point que j'aurais, c'est concernant les compétences. On a eu la présentation du budget fédéral hier. Le gouvernement fédéral semble vouloir s'orienter vers l'enrichissement des compétences des Canadiens pour, disons, l'économie d'aujourd'hui et l'économie de demain. Pourquoi ne pourrions pas avoir, avec justement cette initiative-là du gouvernement fédéral, de bâtir les compétences linguistiques des Canadiens? Quand on parle d'apprendre de savoir lire, de savoir travailler en équipe au niveau des compétences essentielles, pourquoi les langues officielles au Canada ne deviendraient pas, dans l'esprit des Canadiens, des compétences essentielles? Alors voilà, c'était mon intervention. Merci beaucoup, M. Légère. Professeur Benoît. Oui, mais en fait... Je vous appelle toujours professeur Benoît. Oui, mais c'est parce qu'on se connaît très bien. Oui, non, c'est pas... Ben, j'ai aussi un professeur Benoît, qui est un bon collègue à moi, que j'aimais beaucoup, puis j'ai peur... Excusez-moi. Ben non, c'est pas grave, c'est pas grave. Petit. Alors, une loi quasi-constitutionnelle est une loi qui n'est pas constitutionnelle, mais qui l'est presque. C'est ça que ça veut dire. En fait, on pourrait dire que, dans certains cas même, on dit de la loi sur les langues officielles que c'est une loi constitutionnelle, mais il faut faire attention avec cette expression-là. Normalement, une loi constitutionnelle, c'est une loi qui ne peut pas être modifiée par un seul ordre de gouvernement, sauf quelques dispositions constitutionnelles qui, dans certains cas, peuvent être modifiées par le Parlement du Canada ou une législature provinciale. Mais en gros, une loi constitutionnelle ne peut pas être modifiée par un seul ordre de gouvernement. La loi sur les langues officielles a été adoptée par le Parlement du Canada et peut être modifiée par le Parlement du Canada, agissant seul, sans la contribution des provinces, bien entendu. Alors, donc, c'est pour ça qu'on ne dit pas que c'est une loi constitutionnelle à proprement parler. On dit que c'est une loi quasi constitutionnelle. On reconnaît par le fait même sa grande importance.
dans la société canadienne. Mais au-delà de l'importance, il y a de la loi, il y a la primauté législative. C'est-à-dire que la loi sur les langues officielles a primauté sur les autres lois fédérales. Et en cas d'incompatibilité entre une loi fédérale ordinaire et la loi sur les langues officielles, la loi sur les langues officielles aurait donc prépondérance et entraînerait une déclaration d'inopérabilité de la loi fédérale ordinaire. Cette primauté-là ne vaut cependant que pour les parties 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, ce que je disais d'entrée de jeu, c'est que je ne savais pas pourquoi ça ne s'appliquait pas à l'ensemble de la loi, y compris la partie 7, soit dit en passant. C'est une partie très importante de cette loi-là. Mais si on voulait en faire une loi vraiment constitutionnelle, purement constitutionnelle, là, ça demanderait une modification constitutionnelle avec une discussion avec les provinces. Et puisqu'il s'agit de l'usage de l'anglais ou du français au Canada, c'est la procédure de l'unanimité qui s'appliquerait. Alors, aussi bien dire qu'on doit se contenter de la moderniser par des voies législatives plutôt que par des voies constitutionnelles à proprement parler. Merci. Merci beaucoup. Madame Brouillette. Merci beaucoup pour l'invitation également. Oui, tu l'as. OK, ça y est. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être ici. Je suis honorée, en fait. Donc, moi, c'est Lynne Brouillette. Je suis la directrice générale de l'Association des collèges et universités de la francophonie. Donc, je représente les 21 collèges francophones et bilingues à l'extérieur du Québec. Ma question porte sur la vitalité, puis... mais je vais commencer en disant... j'ai apprécié les propos sur le poids démographique parce que je pense qu'à la base, c'est ce qui va faire qu'on garde nos services ou non, finalement, et qu'on est capable d'exercer nos droits. Donc, l'assimilation, on sait que c'est très important. En fait, c'est relié directement avec le poids démographique. Pour moi, ce qui semble... ce que je trouve qui est embêtant pour le monsieur, madame, tout le monde, c'est que nos vies ne sont pas en compartiment de ça, c'est compétences provinciales. Tout d'un coup, je vais vers un autre service. Ah, ça, c'est compétences fédérales. Ça fait qu'en principe, je devrais avoir des services en français. Là, je retourne vers autre chose qui est de compétences provinciales. Même je regarde le droit aussi, le droit criminel, c'est compétences fédérales. Donc, en principe, on devrait avoir des services en français. Des fois, c'est administré par la province. Donc, des fois, oui, des fois, non. Il n'y a pas de service en français. Donc, pour monsieur, madame, tout le monde, et dans leur vie de tous les jours, tu t'en vas à un certain comptoir pour des services, tu l'as en français, à l'autre comptoir pour dans une autre sphère de ta vie. Il n'y a pas question de service en français. Fait qu'à un moment donné, au lieu de se faire rabrouer, tu ne sais même plus si tu peux avoir des services en français ou non. Quel rôle est-ce que vous voyez que le fédéral pourrait jouer avec peut-être justement une loi sur les langues officielles modernisée pour pallier à cette difficulté-là pour monsieur, madame, tout le monde? Est-ce que c'est dans la vitalité? Est-ce qu'il pourrait y avoir un fil conducteur? Ou je ne sais pas. Moi, je brasse cette idée-là depuis un bout de temps, puis je me dis, comment est-ce que mon père, ma mère, mes frères, qui ne sont pas là-dedans tous les jours, peuvent revendiquer d'une façon, parce qu'on veut que les gens, on veut qu'il y ait une demande active des services en français, parce que c'est ça qui fait qu'il va y avoir une offre active aussi en bout de ligne. Mais comment est-ce que les gens qui ne sont pas là, comme nous là-dedans tous les jours font pour savoir si à un tel comptoir, je peux avoir des services, puis à un autre endroit, je ne peux pas avoir de services? J'aimerais entendre les panélistes là-dessus. Professeur Chouinard, voulez-vous commencer? Il y a une certaine responsabilité, je pense, des deux paliers de gouvernement d'éduquer la population sur leurs droits. Bon, ça peut se faire de plusieurs façons. Évidemment, bon, l'offre active, c'est d'une importance. Je crois qu'on commence à comprendre, on commence à voir les résultats de la mise en œuvre de ces politiques-là sur les demandes. Je sais qu'en Ontario, le presque feu, le commissariat au service en français, avait fait énormément de travail là-dessus, mais que l'offre active se soit faite de façon visuelle, que ça soit fait à l'oral, que la population soit mise au courant
que ce ne sera pas un problème de de demander ces services-là. Mais je pense qu'on ne peut pas nécessairement, on sera jamais capable de contourner la difficulté des deux ordres de gouvernement au bout du compte. C'est une responsabilité à la fois du gouvernement fédéral et des provinces et ou des territoires de s'assurer que la population sait où et quels services sont offerts dans les deux langues. Merci, professeur Pelletier. Oui, c'est pour ça que dans mon exposé, j'ai parlé de notre réalité fédérative, parce que c'est une dynamique importante quand on parle des langues officielles. Et je suis du même avis que Stéphanie qu'on ne peut pas contourner cette réalité-là pour être franc. Donc, je n'ai pas la réponse à votre question. Comment on pourrait faire en sorte que les provinces participent davantage? Là, ça m'amène à dire trois choses. La première, c'est que vous avez parlé de vitalité. Évidemment, la vitalité d'une communauté, c'est préférable comme approche pour l'appréciation de l'offre de service. C'est préférable comme approche qu'un calcul simplement mathématique. Ça, on va s'entendre là-dessus. Vous avez parlé de la difficulté de savoir si on s'adresse à un bureau fédéral ou provincial et si le service est disponible en français. J'ajouterais que sur le plan fédéral, strictement sur le plan fédéral, on ne sait même pas si on est en présence d'un bureau désigné ou d'un bureau qui ne l'est pas. Hein? Ça pose aussi cette problématique-là. Et puis, l'autre commentaire, c'est que c'est évident qu'avec son pouvoir de dépenser, le gouvernement du Canada peut en venir à engager les provinces dans un processus qui est plus respectueux, je dirais, des langues officielles. Mais il y a une limite à cela. Si le gouvernement du Canada insiste trop pour de la reddition de comptes, à titre d'exemple, il y a la possibilité que certaines provinces refusent l'argent d'Ottawa carrément et disent, ben nous, ça ne nous dérange pas tant que ça de ne pas assumer notre obligation. Finalement, là, c'est rendu trop exigeant, la reddition de comptes qu'Ottawa nous impose. Et puis, nous, comme province, avons une autonomie que nous voulons sauvegarder. Alors, tout ça fait partie des problématiques sur lesquelles les sénateurs et les députés doivent se pencher dans le contexte de la modernisation de la loi. I Oui. now decide Professor maybe Lynch, something. yes. Yes, to reply to your. Oui, en réponse à la question que vous avez soulevée, il y a eu une tentative concertée de faire exactement ce que vous avez mentionné au début des années 70. L'une des propositions de la commission By and By, c'était d'essayer d'obtenir un engagement entre les provinces, pas forcément les municipalités, à savoir qu'elles s'engageraient à offrir des services dans les deux langues officielles, dans des endroits désignés, recensés, jugés comme ayant le nombre suffisant pour que l'on offre ces services. Le sénateur Joyal était là et Ken McCrick, il était le directeur de recherche pour cette commission à l'époque, a écrit un article approfondi, détaillant toutes les machinations et qui avaient eu lieu pour essayer d'en arriver à un consensus ou à ce que tout le monde soit d'accord. Et pour revenir à ce que disait le professeur Pelletier, il y a eu une préférence pour quelques pratiques asymétriques d'une province à l'autre qui ont sapé l'effort visant à obtenir le consensus. Donc, en fait, on a laissé tomber ce consensus au bout du jour. Et ce serait peut-être une bonne idée de tenter de l'obtenir de nouveau, mais je ne pense pas qu'on aurait de meilleures chances de succès à l'échelle nationale.
réflexion, puis je vais être un peu simpliste dans ma réflexion, mais à la lumière de ce que j'entends, puis à la lumière des travaux que nous menons au comité sénatorial permanent sur les langues officielles, et si je prends une certaine distance même par rapport à notre propre pays, c'est comme si, en fait, et dans ce sens-là, je suis assez pessimiste. C'est-à-dire que je pense qu'on a un appareil politique, des rapports de force qui ne sont absolument pas en phase avec cette idée que le Canada est un grand pays où 2 langues officielles sont reconnues de façon égale et font partie de la vision et de l'identité profonde de ce pays. Je trouve que dans nos travaux, évidemment, quand on se parle entre francophones, on se comprend. Mais j'ai toujours l'impression qu'on n'est pas arrivé comme pays à mobiliser les majorités, donc la majorité québécoise dont on a parlé tout à l'heure et la majorité du Canada anglais, du Canada anglais. Alors, ça me fait toujours sourire quand on dit le Canada, quand le Québec parle du Canada anglais, parce que je leur dis, s'il y a un Canada anglais, ça veut dire qu'il y a un Canada français. Où est-il? Où est-il? Donc, alors, c'est plus une réflexion générale, mais en fait, il me semble que le plus grand enjeu à ce stade-ci, c'est comment la vision que les uns et les autres vous avez articulée, comment cette vision-là, dans les rapports de force qui sont les nôtres, comment cette vision-là, on arrive à faire en sorte que les Canadiens et les Canadiennes y adhèrent, mais collectivement. Et j'ai l'impression que l'appareil politique qu'on a, les relations, les rapports de force entre le fédéral et les provinces, fait en sorte que c'est pas possible. Je ne sais pas si vous avez un commentaire à faire par ça, mais en fait, pour moi, ça me semble... je ne sais pas quelles sont les solutions par rapport à ça. Je vois bien des solutions identifiables sur comment, par exemple, on va renforcer la loi, comment on va faire en sorte qu'elle soit plus forte, qu'il y ait une agence centrale, que le commissaire aux langues officielles soit... Mais globalement, et ça, ce que c'est plus qu'une volonté politique, c'est une capacité d'éduquer les citoyens. L'éducation étant de juridiction provinciale. Alors, je me dis, si je prends du recul, je me dis, comment ça se fait que comme pays, on n'a pas construit notre pays de telle façon que notre système d'éducation oblige tous les Canadiens à apprendre les 2 langues parce que ça fait partie de notre identité profonde. C'est un peu simpliste, mais ça reste cette question de fond-là qui, pour moi, est fondamentale pour qu'on passe à une autre étape au Canada. Alors, nous avons 5 minutes. Je me demande s'il y a des gens qui voudraient commenter sur Express. Non? Personne? Bon. Oui? Oui, peut-être un mot. Je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse parce que c'est une question qui est trop grosse. Comment faire en sorte que les Canadiens adhèrent plus? Je suis conscient qu'il y a eu des progrès au cours des dernières années. Il ne faut pas oublier que la nouvelle génération reconnaît d'emblée la valeur ajoutée que représentent les 2 langues officielles pour l'ensemble du pays. Il ne faut pas oublier que l'un des objectifs de la loi sur les langues officielles, c'était de consolider l'unité nationale. À mon avis, cet objectif-là a été largement atteint. Il ne faut pas oublier que l'un des objectifs de la loi sur les langues officielles, c'était de faire en sorte que la coexistence des 2 langues officielles soit une source de fierté plutôt que de division, une source, si je puis dire, d'harmonie plutôt qu'une source de rancœur. Et je crois qu'on y est largement parvenu. Alors, il y a eu des progrès qui sont appréciables. Là, je crois maintenant qu'il faut continuer, il faut persévérer. Il faut chercher, bien entendu, à ce que la loi soit mieux respectée par les institutions fédérales, parce que c'est assez incroyable le débat qui entoure les sanctions qu'on voudrait que la loi comporte. Parce que je ne dis pas que je suis contre, là, au contraire, je suis favorable à ce que la loi ait plus de mordants, plus de dents, mais il reste pour moi que quand on est rendu à parler de sanctions contre des institutions fédérales
qu'ils ne respectent pas suffisamment une loi fédérale. C'est rendu le sommet, finalement, le summum, devrais-je dire, du manque de volonté politique et administrative. Il faut bien le réaliser. Alors, moi, je pense que le leadership politique que j'ai vu en action au Québec, et qui existe encore plus fortement à Ottawa, ce leadership-là politique, moi, j'y crois beaucoup. Et je pense que si on ramène le bilinguisme, la dualité linguistique dans le discours public, dans le discours officiel, d'abord et avant tout, ça va drôlement contribuer à faire progresser la cause, parce que la plupart des Canadiens se disent, moi, si je n'ai pas les 2 langues officielles, je veux que mes enfants les aient, parce que je sais que ça va leur profiter dans ce pays-là pour demain. Les parents veulent que leurs enfants soient bien outillés pour faire face à l'avenir, dans la mesure où ils vont comprendre encore davantage que pour être bien outillés, il faut avoir les 2 langues officielles. Je pense que les choses vont progresser encore plus. Merci, le professeur Pelletier. Mot de la fin? Très, très rapidement. Peut-être que l'un des éléments de réponse, ça serait en passant par, disons, défaire ce mythe-là qui semble persistant, à mon sens, que la loi sur les langues officielles, puis que les langues officielles, c'est surtout une affaire de francophones. D'ailleurs, je suis très contente que le professeur McMillan va participer à un atelier que j'organise sur le 50e de la loi sur les langues officielles. On va parler en nerds, là. Mais pour une fois, ça va être des francophones et des anglophones qui vont avoir un dialogue sur cette question-là. Donc, je pense que ça passe en partie par ça. Merci, professeur. And last word? I'm going to be at. Un dernier mot. Oui, je vais participer à certains de ces ateliers. Je me réjouis à l'avance de la discussion que nous aurons. Je pense que, à la lumière de ce que le sénateur Joyal a fait comme observation plus tôt, il n'y a aucune question. On ne se demande pas pourquoi on a mis sur pied une politique sur les langues officielles. Bien sûr, c'était politique. On avait toutes sortes d'objectifs pour créer une population bilingue et on a toujours été prudent pour insister sur le fait qu'il s'agissait d'un bilinguisme institutionnel et non pas personnel. Bien sûr, on voudrait que les gens apprennent les 2 langues par choix personnel. Mais les gens avaient l'impression qu'on allait les forcer à être bilingues. Et il y avait donc une résistance assez forte des 2 côtés de l'équation. Donc, justement, on voulait régler des griefs perçus et, bon, ce n'est pas une utopie linguistique et il y a toutes sortes de développements qui vont remettre certaines choses en question à l'avenir. On a parlé du problème des nombres minimales qui conditionnent l'offre de services. Moi, j'habite en Nouvelle-Écosse et on a un problème de dépopulation. Les écoles se ferment. Les gens quittent la province et, bon, les jeunes doivent prendre l'autobus pendant 1h30 pour se rendre à l'école. Ça détruit les collectivités. Et bien souvent, ce sont les réalités pratiques qui font en sorte qu'on prend les décisions que l'on prend. Et il faudra donc faire face à ce type de problème. Et divers comités songent à acharner les technologies numériques. Je ne sais pas combien de langues on doit parler à l'hôpital de Toronto. Je pense qu'il y en a à peu près 88. Et donc, si quelqu'un ne peut pas parler anglais ou français et parle ourdou ou une autre langue, eh bien, on peut se servir du téléphone pour obtenir de l'interprétation. C'est peut-être ce genre de réponse ou de solution qui nous permettront d'évoluer et de tenir compte des changements démographiques. Très bien, merci. Donc, des organisateurs de ce caucus, je voudrais sincèrement vous remercier, Mme Chouinard, M. Pelletier, M. McMillan, pour vos commentaires éclairants et interpellants
qui vont continuer de nous habiter et qui vont continuer de susciter des discussions dans le contexte du 50e anniversaire de la loi sur les langues officielles. Je veux également en profiter pour vous remercier, vous tous et toutes, d'avoir été là, présents ce matin avec votre passion par rapport aux enjeux linguistiques au Canada. Je veux également remercier les membres du personnel qui ont aidé à l'organisation de ce caucus ouvert, donc Sylvain Bérubé, Suzanne Béliveau et Andrew Miller. Merci beaucoup. Merci évidemment aussi à nos interprètes qui ont été présents pour nous permettre de dialoguer dans les deux langues officielles de notre pays. Alors sur ce, je crois que ça termine. Merci à Madame la sénatrice Gagné d'avoir assuré le leadership de cette présidence de rencontre. Et puis, je termine en vous souhaitant une excellente journée de la francophonie et effectivement de rappeler que la francophonie, elle est présente au Canada, mais qu'elle est présente partout ailleurs. Et j'arrive tout juste, la semaine dernière, j'étais au Rwanda, où on m'avait dit que la langue française était en perte de vitesse. Mais en fait, j'ai eu l'occasion de converser complètement en français pendant tout mon séjour là-bas. Et je pense qu'il y a là une grande, grande richesse sur laquelle on peut s'appuyer pour construire un Canada, effectivement, où la langue française a toute sa place. Alors sur ça, merci, bonne matinée, bonne journée de la francophonie. Au revoir. Merci.